Bienvenue dans cette nouvelle exploration avec nous. Aujourd'hui, on s'attaque à quelque chose qui rythme vraiment nos vies, mais on n'y fait pas toujours attention. Les données qui évoluent avec le temps. Hmm. Pensez aux prévisions météo qu'on regarde le matin, au cours de la bourse aux infos, ou même au nombre de visites sur un site web heure par heure. Tout à fait, c'est partout. Et décrypter ces séquences, ces évolutions temporelles, c'est souvent essentiel pour comprendre ce qui se passe et puis pour essayer d'anticiper un peu l'avenir. C'est exactement ça. Le terme un peu plus technique, c'est série temporelle, ou time series en anglais. Fondamentalement, c'est juste une suite d'observations. D'accord. Qu'on pourrait noter, disons, Y de t, où chaque observation est liée à un moment précis dans le temps. Ah oui. Le temps ici, ce n'est pas juste une variable comme une autre, c'est vraiment l'axe central qui organise tout. Donc, contrairement à une simple liste de clients, par exemple, là, l'ordre des données est hyper important. On ne peut pas juste les mélanger. Exactement. On perdrait l'info essentielle. Et l'objectif principal, j'imagine, c'est souvent de prévoir la suite, d'anticiper les valeurs futures de ce Y en se basant sur son passé. C'est ça, c'est vraiment un des objectifs clés, la prévision. Et ces observations, elles sont souvent prises à intervalles réguliers, genre chaque minute, chaque jour, chaque mois. Mhm. Mais ce n'est pas une obligation absolue. On peut aussi avoir des données temporelles plus irrégulières, comme des transactions bancaires, par exemple. D'accord. Alors, pour notre discussion aujourd'hui, on va s'appuyer sur une synthèse assez complète du sujet qui nous a été fournie. Elle couvre les concepts de base et puis les méthodes d'analyse. Parfait. Alors, comment on va structurer ça ? C'est quoi le programme pour démystifier ces séries temporelles ? On va commencer simple. On va regarder les différents ingrédients, les composantes typiques d'une série. Ok. Ensuite, on va parler d'un concept, mais alors fondamental, la stationnarité. C'est hyper important pour plein de modèles. La stationnarité, d'accord. Après ça, on verra comment on peut préparer les données, surtout si elles ne sont pas stationnaires au départ. Ah oui, les nettoyer en quelque sorte. Voilà. Puis on explorera les grandes familles de modèles. Les classiques, comme le lissage exponentiel, ARIMA. Et on jettera aussi un œil rapide aux approches plus récentes, issues du machine learning. Très bien, ça me semble un parcours logique et complet. Alors, allons-y. Commençons par le début, les ingrédients. Quand on regarde un graphique de données temporelles, qu'est-ce qu'on essaye d'y voir au juste ? Alors, souvent on peut distinguer plusieurs choses qui se superposent. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle le niveau. C'est un peu la valeur moyenne de base de la série, sa ligne de flottaison si on veut. La valeur normale, en quelque sorte. C'est ça. Prenons un exemple concret, le trafic sur un site web. Le niveau, ça pourrait être le nombre moyen de visiteurs par jour sur une longue période. D'accord. Et après, ce niveau de base ? Ensuite, il y a la tendance. Est-ce que ce niveau moyen a plutôt tendance à monter avec le temps, à descendre, ou à rester plus ou moins plat? C'est l'évolution générale à long terme. Ah oui. Pour notre site web, est-ce qu'il gagne en popularité au fil des mois? Ça, c'est la tendance. Logique. Après cette tendance de fond, il y a souvent des motifs qui reviennent régulièrement, non ? Genre des pics de connexion le soir ou plus de visites le week-end ? Exactement. Ça, c'est la saisonnalité. Ce sont des variations qui se répètent à des intervalles de temps fixes et qu'on connaît. Ça peut être l'heure dans la journée, le jour de la semaine, le mois dans l'année. Pour le site web, on pourrait avoir une saisonnalité dans la semaine, plus de trafic en semaine que le week-end peut-être, et peut-être aussi une saisonnalité annuelle, plus de visites à certaines périodes de l'année. Et attention, j'ai lu qu'il fallait bien distinguer ça de la cyclicité. Ah, très bonne remarque. C'est une distinction importante, effectivement. La cyclicité, ça concerne aussi des hauts et des bas, mais sur des durées beaucoup plus longues. On parle souvent de plus d'un an. Ok. Et surtout, la grosse différence, c'est que la durée de ces cycles n'est pas fixe ou prévisible comme pour la saisonnalité. Ah d'accord. Pensez aux cycles économiques, par exemple. Ils peuvent durer plusieurs années, mais ce n'est pas toujours le même nombre d'années. C'est plus irrégulier. Pour notre site web, un cycle pourrait être lié à des effets de mode sur plusieurs années, quelque chose de bien plus long et moins régulier que la saisonnalité annuelle. Compris. Donc, saisonnalité égale période fixe et régulière. Cyclicité égale long terme et période variable. Bon, une fois qu'on a isolé le niveau, la tendance et la cyclicité, il reste quoi dans notre série ? Il reste ce qu'on appelle la variabilité aléatoire. Ou le bruit, ou encore le résidu. Ce sont toutes les petites fluctuations un peu imprévisibles, ce qui reste une fois qu'on a, disons, extrait les autres composantes plus structurées. Ok. C'est la partie purement aléatoire, le hasard dans la série.
Donc en gros, si je résume, une série temporelle, c'est un peu comme un millefeuille. Une couche de niveau moyen, une couche de tendance qui fait monter ou descendre, une couche de saisonnalité qui fait des vagues régulières, et le reste, c'est du bruit. C'est une excellente image, oui. On pourrait même l'écrire mathématiquement, non? Un truc du genre valeur égale niveau, plus tendance, plus saisonnalité, plus bruit. C'est une façon très courante et utile de le voir, oui. C'est ce qu'on appelle un modèle additif. Additif, ok. Parfois, c'est un peu différent, hein. Les composantes se multiplient entre elles. C'est souvent le cas quand l'ampleur des variations saisonnières change avec le niveau. Là, on parle de modèle multiplicatif. Ah oui, si les pics d'été sont proportionnellement plus grands quand le niveau général est haut. Exactement. Mais comprendre ces composantes, additifs ou multiplicatifs, c'est vraiment la base. Parce qu'on retrouve ça partout, en finance pour les cours de bourse, en météo, dans l'industrie avec les capteurs pour gérer le trafic routier ou aérien, en épidémiologie. C'est très large. C'est clair que ça ouvre beaucoup de portes. Tout à l'heure, vous avez mentionné un concept qui semblait hyper important, la stationnarité. Ça a l'air central, mais ça veut dire quoi concrètement pour une série d'être stationnaire? Alors, imaginez une rivière, tiens. Si d'année en année, son débit moyen reste à peu près le même, Ok, et si l'ampleur de ses crues ou de ses périodes sèches, sa variance en gros, reste aussi globalement constante, on pourrait dire que son comportement est stationnaire. stable en quelque sorte. Voilà. Pour une série temporelle, c'est pareil. Elle est stationnaire si ses caractéristiques statistiques de base, sa moyenne, sa variance, et aussi la façon dont elle est liée à ses propres valeurs passées, ce qu'on appelle l'autocorrélation, si tout ça ne change pas avec le temps. C'est stable. D'accord, une sorte de stabilité statistique au fil du temps. Mais pourquoi c'est si important? Pourquoi on cherche tant cette stabilité en analyse de séries temporelles? Tout simplement parce que beaucoup de modèles statistiques très utilisés, et notamment la fameuse famille ARIMA dont on parlera, eh bien, ils ont été construits en partant du principe que les données sont stationnaires. C'est une hypothèse de base. Ah, Du coup, si on applique ces modèles sur des données qui ne le sont pas, par exemple notre trafic web qui augmente sans cesse avec une tendance, oui. ou dont les fluctuations deviennent de plus en plus grandes avec une variance qui change, eh bien, les prévisions du modèle risquent d'être peu fiables, voire complètement à côté de la plaque. Parce que le modèle n'est pas fait pour ça, en gros. Il s'attend à un comportement stable, et si on lui donne un truc qui bouge tout le temps, il est perdu. C'est exactement l'idée. Le modèle n'est pas conçu pour gérer cette instabilité intrinsèque des données brutes. Ok, donc une tendance claire comme notre trafic qui augmente, ça rend la série non stationnaire. Est-ce qu'il y a d'autres raisons fréquentes pour qu'une série ne soit pas stationnaire? Oui, une tendance, c'est un grand classique. Une saisonnalité très forte peut aussi poser problème parce que la moyenne n'est pas la même en juillet qu'en janvier, par exemple. Mhm. Et puis, il y a une autre source d'instabilité, un peu plus subtile, liée à ce qu'on appelle une racine unitaire. Une racine unitaire. Ah, ça sonne un peu mathématique, ça. Oui, sans entrer dans les détails trop techniques, disons qu'une racine unitaire, ça veut dire que les petits chocs aléatoires qui touchent la série, eh ben, ils ont un effet qui dure pour toujours. Ils ne s'effacent pas avec le temps. Ah, d'accord, un effet permanent. Voilà. L'exemple typique, c'est la marche aléatoire. C'est quand la valeur d'aujourd'hui est simplement celle d'hier, plus un petit ajout aléatoire. Cette série-là, elle n'a pas de niveau moyen stable vers lequel elle revient, et sa variance, elle augmente indéfiniment avec le temps. C'est très difficile à prévoir à long terme. D'accord, donc tendance, saisonnalité marquée ou cet effet de mémoire infinie des chocs, tout ça peut rendre une série non stationnaire. Et comment on fait pour savoir si notre série, disons notre trafic web, est concerné? On regarde juste le graphique? Alors, regardez le graphique, le run sequence plot, comme on dit, c'est la toute première étape. C'est indispensable. Est-ce qu'on voit une tendance nette? Est-ce que les variations s'amplifient? Est-ce qu'il y a des cycles saisonniers évidents? Ça donne déjà une bonne idée. Mais ce n'est pas suffisant, j'imagine. Non, pour être plus sûr, on utilise des tests statistiques. Il y en a plusieurs, mais les deux plus connus sont le test ADF, pour Augmented Decay Fuller, et le test KPSS. ADF et KPSS. Quelle est la différence entre les deux? Ils sont intéressants parce qu'ils fonctionnent un peu à l'envers l'un de l'autre. L'ADF, lui, il part de l'hypothèse que la série n'est pas stationnaire. C'est son hypothèse de départ. L'hypothèse nulle. Ok. Si le test donne un résultat très significatif, une p-value très faible, souvent moins de 0,05, alors on peut rejeter cette hypothèse et on a de bonnes raisons de penser que la série est stationnaire. D'accord. Et le KPSS? Le KPSS, c'est le contraire.
Son hypothèse nulle, c'est que la série est stationnaire. Donc, si le KPSS donne une p-value faible, ça suggère plutôt que la série n'est pas stationnaire. Et c'est souvent très instructif de faire les deux. Par exemple, si l'ADF dit probablement non stationnaire, p-value élevée, et que le KPSS dit probablement non stationnaire, p-value faible, là on est assez sûr qu'il y a un problème. Mhm. Inversement, si l'ADF dit probablement stationnaire, p-value faible, et que le KPSS dit aussi probablement stationnaire, p-value élevée, on est plutôt confiant. Et s'ils se contredisent? C'est un cas intéressant. Si l'ADF pointe vers la non-stationnarité, mais que le KPSS suggère la stationnarité autour d'une tendance, ça peut vouloir dire qu'une fois qu'on aura enlevé une tendance simple, ce qui reste sera stationnaire. C'est une info utile. D'accord, c'est plus clair. Mais alors, mettons que nos tests et notre graphique nous crient que notre série de trafic web n'est pas stationnaire. Qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? Ah non, heureusement. On va essayer de la transformer pour la rendre stationnaire. C'est une étape clé. Ok, comment on fait ça? La technique la plus courante et souvent très efficace, c'est la différenciation. La différenciation? Oui, l'idée est toute simple. Au lieu de travailler sur notre série de trafic brut, disons Z de T, on va travailler sur la série des différences entre chaque point et le point précédent. Y de T égale Z de T moins Z de T moins 1. Ah, on regarde juste l'évolution d'un jour à l'autre, par exemple? Exactement. Si notre trafic avait une tendance à augmenter, disons, de 100 visiteurs par jour en moyenne, une tendance linéaire, eh bien, la série des différences YT, elle va tourner autour de 100, mais elle n'aura plus cette tendance à augmenter. Souvent, une seule différenciation comme ça suffit à supprimer une tendance linéaire. Malin. Et si ça ne suffit pas? Ou s'il y avait une tendance plus complexe? On peut différencier une deuxième fois. On calcule la différence de la différence. Mais c'est plus rare. Et si le problème, ce n'est pas la tendance, mais la saisonnalité? Si on a un pic tous les lundis, par exemple, cette différence simple ne va pas l'enlever, si? Très juste. Dans ce cas, on utilise une différenciation saisonnière. L'idée est similaire, mais on fait la différence avec la valeur de la saison précédente. C'est-à-dire? Pour du données journalière avec un cycle hebdomadaire, période de 7 jours, on calculerait la différence entre aujourd'hui et il y a 7 jours. YT égale ZT moins 7. Si c'était des données mensuelles avec un cycle annuel, période 12, on ferait YT égale ZT moins 12. Ça permet d'éliminer cette structure qui se répète chaque saison. D'accord. Différenciation simple pour la tendance, différenciation saisonnière pour la saisonnalité. J'ai aussi entendu parler de la transformation logarithmique. Ça sert à quoi, ça? Alors ça, c'est très utile dans un cas précis, quand la variance de la série n'est pas stable, mais qu'elle augmente avec le niveau de la série. Ah oui, Imaginez que les fluctuations quotidiennes de notre trafic soient beaucoup plus fortes quand on a 10 000 visiteurs par jour que quand on en a seulement 1000. La variance augmente avec la moyenne. je vois. Eh bien, prendre le logarithme des données a tendance à stabiliser cette variance, à rendre les fluctuations d'amplitude plus comparables, quel que soit le niveau. Ça a aussi l'avantage de transformer des relations multiplicatives en relations additives, ce qui peut simplifier certains modèles. D'accord. Log pour stabiliser la variance. Et y a-t-il un ordre à respecter quand on applique ces transformations? Oui, il y a un ordre souvent recommandé. D'abord, on essaie de stabiliser la variance, si nécessaire, avec le log ou une autre transformation comme Box-Cox. Ensuite, on s'occupe de la saisonnalité non stationnaire avec la différenciation saisonnière. Et enfin, on attaque la tendance avec la différenciation simple. C'est une séquence assez logique. Ok, on a donc des outils pour nettoyer, stabiliser nos données. Une fois qu'on a fait ça aussi, par chance nos données étaient déjà stationnaires, l'étape suivante c'est de les explorer plus en détail avant de modéliser, c'est ça? L'analyse exploratoire des données, l'EDA. C'est tout à fait ça. C'est un peu comme un détective qui examine tous les indices avant de proposer un coupable. On veut vraiment comprendre la structure fine de la série. Y a-t-il des dépendances temporelles, des cycles cachés, des points bizarres? Tout ça avant de choisir un modèle. Et quels sont les outils pour cette exploration? On a déjà parlé du graphique de la série elle-même. Oui, le Run Sequence Plot, le graphique de la série au fil du temps, ça reste le point de départ pour avoir une vue d'ensemble, repérer visuellement les tendances, la volatilité, les éventuelles ruptures. Et ensuite, il y a ces fameux graphiques ACF et PACF qu'on a évoqués pour la stationnarité. Ils servent aussi à cette exploration plus fine. Ah oui, absolument. Ils sont même cruciaux pour comprendre comment la série se souvient de son passé. L'ACF, l'autocorrelation function, L'autocorrélation, oui. elle nous montre à quel point la valeur actuelle de la série est corrélée avec ses valeurs passées à différents décalages dans le temps, ce qu'on appelle les lags.
L'ACF au lag 1, c'est la corrélation entre YT et YT-1. Au lag 2, entre YT et YT2, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que ça nous dit? Si la série était juste du bruit aléatoire sans aucune structure, toutes les barres de l'ACF, sauf la première, au lag 0 qui est toujours 1, seraient toutes petites, proches de 0. Si on voit des barres qui dépassent significativement de 0, ça veut dire qu'il y a une dépendance temporelle. Le passé influence le présent. D'accord. Et la façon dont ces barres de l'ACF diminuent ou se coupent nous donne des indices précieux, notamment pour identifier la partie moyenne mobile, EMA, des modèles ARIMA. On y reviendra. Ok. Et le PACF alors? La fonction d'autocorrélation partielle, hein, quelle est la différence? Le PACF mesure aussi la corrélation entre YT et une valeur passée, disons YT-K. Mais il essaie d'isoler la corrélation directe entre ces deux points en enlevant l'influence de tous les points intermédiaires, YT-1, YT-2, etc., jusqu'à YT-Ki plus 1. Un peu plus subtil. Oui. Imaginez que YT soit fortement lié à YT-1 et que YT-1 soit lui-même lié à YT-2. L'ACF au lag 2 va mesurer une corrélation entre YT et YT-2, en partie parce qu'il y a ce chemin indirect via YT-1. Le PACF au lag 2, lui, va essayer de mesurer la corrélation supplémentaire directe entre YT et YT-2 une fois qu'on a pris en compte l'effet de YT-1. D'accord. C'est la connexion directe, sans passer par les intermédiaires. C'est ça. Et c'est particulièrement utile pour identifier la partie autorégressive AR des modèles ARIMA. On regarde comment les barres du PACF se comportent si elles coupent net après un certain lag, par exemple. ACF pour le MA, PACF pour le AR. On sent que ça va être utile pour choisir les modèles après. Et il y a aussi la décomposition, je crois. Séparer la série en ses couches de tendance, saisonnalité et résidus. Oui, la décomposition, c'est une autre approche exploratoire très visuelle et très parlante. Le but est vraiment de séparer explicitement ces fameuses composantes qu'on a décrites au début. Tendance, saisonnalité, résidus. Exactement. Et on distingue principalement deux types de décomposition. Additive, où Y égale T plus S plus R, et multiplicative, où Y égale T, S, R. Et comment on choisit entre les deux? Ça dépend souvent de l'allure de la série. Si l'amplitude des variations saisonnières semble à peu près constante, quel que soit le niveau de la série, on partira sur de l'additif. Si au contraire les pics saisonniers sont plus grands quand le niveau général est plus élevé, le multiplicatif sera plus approprié. D'ailleurs, appliquer un log à une série multiplicative la rend souvent additive, ce qui peut être pratique. Logique. Et techniquement, comment on fait cette séparation? La méthode classique, historique, utilise des moyennes mobiles pour estimer la tendance cycle. On calcule une moyenne glissante sur une certaine période pour lisser les fluctuations rapides. Ok. Une fois qu'on a cette estimation de la tendance, on la soustrait, ou on divise en multiplicatif, de la série originale pour obtenir une estimation de la saisonnalité plus le bruit. Puis on essaye d'isoler la saisonnalité. C'est simple, mais ça peut avoir quelques soucis, notamment au début et à la fin de la série, ou s'il y a des valeurs aberrantes. Et il y a des méthodes plus modernes. Oui, une méthode très populaire et plus robuste s'appelle STL, qui veut dire Seasonal and Trend Decomposition Using LOS. Elle utilise une technique de lissage plus sophistiquée, le LOS, qui est moins sensible aux valeurs extrêmes et qui gère mieux les variations complexes de la saisonnalité. STL, d'accord. Visualiser ces trois composantes séparément pour notre trafic web, par exemple, ça peut vraiment nous aider à comprendre ce qui drive son évolution. Bien. On a exploré, on a préparé, on a compris la structure. Maintenant, le moment qu'on attendait, la prévision. Quels sont les modèles classiques qu'on peut utiliser? On a parlé des moyennes mobiles pour la décomposition. Est-ce qu'on peut les utiliser directement pour prévoir? Alors, la moyenne mobile, simple, prédire que demain sera comme la moyenne des, disons, 7 derniers jours, c'est une prévision très basique. Ça peut dépanner, mais c'est limité. Une famille bien plus riche et souvent plus performante, c'est le lissage exponentiel, ou ETS. ETS, d'accord. C'est quoi l'idée derrière? L'idée centrale, c'est de faire une prévision qui est une moyenne pondérée des observations passées. Mais la clé, c'est que les poids diminuent de façon exponentielle avec le temps. Les observations les plus récentes ont beaucoup plus de poids que les observations anciennes. Ah oui, le passé récent compte plus. C'est intuitif. Tout à fait. Le passé lointain a encore une petite influence, mais de moins en moins. Et j'imagine qu'il y a différentes versions de ce lissage exponentiel, hein. Exactement. Ça s'adapte à la structure de la série.
La version la plus simple, c'est le lissage exponentiel simple, SES. C'est pour les séries qui n'ont ni tendance, ni saisonnalité, juste un niveau qui fluctue. Ok, le cas de base. Si la série a une tendance, comme notre trafic web qui augmente, on utilise le modèle de Holt, qu'on appelle parfois lissage exponentiel double. Il ajoute un deuxième lissage spécifiquement pour estimer et prolonger la tendance. Holt pour la tendance. D'accord. Et si, en plus de la tendance, la série a aussi une saisonnalité, comme notre trafic avec ses pics hebdomadaires et sa croissance, alors on passe au modèle de Holt-Winters, ou lissage exponentiel triple. Triple, parce qu'il gère niveau, tendance et saisonnalité. Précisément. Et ce modèle de Holt-Winters est assez flexible. Il peut même gérer une saisonnalité de type additif, les variations saisonnières ont une amplitude constante, ou multiplicatif, l'amplitude dépend du niveau. Les modèles ETS, c'est vraiment une famille très robuste et souvent très efficace en pratique. Ça a l'air d'être une bonne boîte à outils, déjà. Très bien. Passons à l'autre grande famille classique dont on entend toujours parler, ARIMA. C'est un acronyme qui revient sans cesse. Qu'est-ce qui se cache derrière ces lettres? Alors, ARIMA, ça veut dire autorégressive, intégrative, moving average. C'est une autre grande approche pour modéliser les dépendances temporelles dans une série, une fois qu'on l'a rendue stationnaire. Le modèle est défini par 3 paramètres, 3 ordres, P, D, Q. P, D, Q. D'accord, décortiquons. AR pour autorégressif, c'est le P. Ça veut dire quoi? Oui, AR signifie que la valeur actuelle de la série, stationnaire, est expliquée comme une combinaison linéaire de ses P-valeurs immédiatement précédentes. C'est l'idée que le passé récent influe directement sur le présent. Ok, une régression sur les valeurs passées de la série elle-même. Exactement. Et on avait vu que la fonction PACF, l'autocorrélation partielle, aide justement à choisir cet ordre P. Si le PACF coupe net après P bar, ça suggère un modèle ARP. D'accord. Ensuite, le I pour intégrer, c'est le D. Intégrer, ça vient d'où? Le ID fait référence à l'étape de différenciation dont on a parlé tout à l'heure. Le D indique combien de fois on a dû différencier la série originale pour la rendre stationnaire. Ah, c'est le lien avec la préparation des données. Tout à fait. Si on a dû faire une différence ZZ1-1 pour enlever une tendance, alors D égale 1. Si la série était déjà stationnaire au départ, D égale 0. C'est l'étape de désintégration de la non-stationnarité en quelque sorte. Compris. Le D nous rappelle comment on a stabilisé la série. Et enfin, MA pour moyenne mobile, moving average, c'est le Q. Mais attention, ce n'est pas la même chose que les moyennes mobiles pour lycée. Exactement. C'est une source de confusion fréquente. La partie MAQ d'un modèle ARIMA, ça ne veut pas dire qu'on fait une moyenne mobile des valeurs passées. Ça veut dire que la valeur actuelle dépend des erreurs de prévision passées. Des erreurs. Comment ça? En gros, le modèle regarde les erreurs qu'il a faites dans ses prévisions précédentes, l'erreur à T-1, l'erreur à T2 jusqu'à TQ, et il utilise cette information pour corriger sa prévision actuelle. C'est comme s'il apprenait de ses erreurs récentes. Ah, c'est malin. Et c'est la fonction ACF, l'autocorrélation, sur la série différenciée, qui aide à choisir cet ordre Q. Si l'ACF coupe net après Q bar, ça suggère un modèle MA. Ok. Donc pour résumer, ARIMA P, D, Q, on modélise une série qui a été différenciée des fois. Et on suppose que sa valeur actuelle dépend de ses P valeurs passées à R et des Q erreurs de prévision passées. MA. C'est exactement ça. Et l'hypothèse clé, c'est que la série, une fois différenciée des fois, est stationnaire et n'a plus de saisonnalité. Ah, mais problème, notre trafic web, lui, il a clairement une saisonnalité hebdomadaire et peut-être même annuelle. Comment ARIMA gère ça s'il suppose qu'il n'y en a pas? Très bonne question. Pour ça, on utilise une extension d'ARIMA, SARIMA. Le S veut simplement dire saisonnier. SARIMA, d'accord. Le modèle est alors noté SARIMA PDQ PDQM. Ça fait un peu peur au début, mais la logique est la même. Oula, oui, ça fait beaucoup de lettres. PDQ, ce sont les ordres normaux, non saisonniers, qu'on vient de voir. Et PDQ, ce sont exactement les mêmes concepts, mais appliqués à la partie saisonnière. C'est-à-dire? P, c'est l'ordre AR saisonnier. Est-ce que la valeur actuelle dépend de la valeur d'il y a une saison, P égale 1, de 2 saisons, P égale 2. D, c'est le nombre de différenciations saisonnières qu'il a fallu faire, comme ZT, ZT-.
Et Q, c'est l'ordre M saisonnier. Est-ce que la valeur actuelle dépend de l'erreur de prévision d'il y a une saison, Q égale 1, etc. Ok, donc PDQ, c'est PDQ, mais à l'échelle de la saison. Et le M à la fin? C'est tout simplement la période de la saisonnalité. Pour notre trafic web, avec un cycle hebdomadaire sur des données journalières, M égale 7. Pour des données mensuelles avec un cycle annuel, M égale 12. D'accord. Bon, ça fait beaucoup de paramètres à choisir, hein. PDQ, PDQ. Ça semble être un sacré casse-tête de trouver les bonnes valeurs. Comment on fait en pratique? On essaie tout? Ah non, ce serait beaucoup trop long. En général, on commence par utiliser les graphiques ACF et PACF de la série, différenciés normalement et saisonnièrement si besoin, pour avoir une première idée des ordres PQ et PQ. Ça nous donne quelques candidats plausibles. Des pistes de départ. Voilà. Ensuite, on estime ces quelques modèles candidats et on les compare. Pour ça, on utilise des critères d'information. Les plus connus sont l'AIC, Akaike Information Criterion, et le BIC, Bayesian Information Criterion. AIC et BIC. Qu'est-ce qu'ils mesurent? Ils cherchent un compromis. Ils mesurent à quel point le modèle colle bien aux données, mais ils pénalisent aussi la complexité du modèle, c'est-à-dire le nombre de paramètres, P plus Q plus P plus Q. On préfère un modèle simple qui explique bien, plutôt qu'un modèle très compliqué qui surapprend les données. En général, on choisit le modèle qui a l'AIC ou le BIC le plus faible. D'accord, un équilibre entre ajustement et simplicité. Et une fois qu'on a choisi le meilleur modèle selon ces critères, c'est fini? Pas tout à fait. L'étape absolument cruciale, c'est de regarder les résidus du modèle. Les résidus, ce sont les erreurs que le modèle fait sur les données qui ont servi à l'entraîner. Ah oui, vérifier s'il a bien travaillé. Exactement. Idéalement, ces résidus devraient ressembler à du bruit blanc, être complètement aléatoires, sans structure, sans aucune autocorrélation restante. S'il reste des motifs dans les résidus, ça veut dire que le modèle n'a pas tout capturé de la structure initiale des données. Et comment on vérifie ça? On regarde le graphique des résidus, leur ACF, et on utilise des tests statistiques spécifiques, comme le test de Ljungbox, qui teste justement l'hypothèse d'absence d'autocorrélation dans les résidus. Si le test est non significatif, c'est bon signe. Ok. Donc c'est vraiment un processus cyclique. Identifier les ordres potentiels, estimer les modèles, comparer avec AIC-BIC et valider en analysant les résidus. Ça demande une certaine expertise quand même, les modèles ARIMA et SARIMA. Oui, c'est vrai, ça demande un peu de pratique et de compréhension des mécanismes. Est-ce qu'il existe des approches peut-être plus globales ou qui gèrent différemment cette complexité? Oui, il y a d'autres directions intéressantes. D'abord, il y a les modèles d'espace d'état, State Space Models ou CSM. C'est un cadre mathématique très général et assez élégant. Espace d'état. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que les modèles ETS, lissage exponentiel, et ARIMA peuvent en fait être vus comme des cas particuliers de ces modèles d'espace d'état. Ah, d'accord. C'est un cadre plus large qui les englobe. Exactement. L'avantage des SSM, c'est qu'ils permettent de modéliser de façon très explicite l'évolution dans le temps de composantes cachées ou latentes, comme le niveau, la tendance, la saisonnalité. On ne les observe pas directement, mais on les estime à travers les données observées, souvent en utilisant des algorithmes comme le fameux filtre de Kalman. Le filtre de Kalman, oui, on en entend parler. Cette approche est parfois appelée série temporelle structurelle, parce qu'elle décompose vraiment la série en ses éléments de manière très claire et souvent plus interprétable qu'un ARIMA brut. Une vision plus structurelle, donc. Intéressant. Et si on travaille sur des domaines très spécifiques, comme la finance, où on sait que la volatilité, l'ampleur des variations changent énormément avec le temps, les modèles dont on a parlé gèrent ça. Les modèles ARIMA classiques supposent que la variance des erreurs, le bruit, est constante. Or, en finance, c'est rarement le cas. On observe souvent des clusters de volatilité, des périodes très agitées, suivies de périodes plus calmes, puis ça repart. Oui, les fameuses turbulences sur les marchés. Exactement. Pour modéliser ça, il existe des modèles spécialisés. La famille ARCH, Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, et surtout son extension GARCH, Generalisé ARCH. L'idée, c'est de modéliser explicitement la variance conditionnelle, c'est-à-dire de supposer que la variance aujourd'hui dépend des erreurs ou des variations passées. Ils sont faits pour ça. Arch et Garch, pour la volatilité variable.
Très spécifique, en effet. Et autre question, si on pense que notre trafic web est influencé non seulement par son passé, mais aussi par des facteurs externes, disons nos campagnes publicitaires ou des jours fériés ou des promotions spéciales, peut-on intégrer ces informations? Absolument, et c'est très important en pratique. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle la régression dynamique. L'idée de base, c'est de faire une régression linéaire classique. On essaye d'expliquer notre série X ADT avec des variables externes, X ADT, la pub, les promos, etc. Comme une régression normale? Oui, mais la différence cruciale, c'est qu'on ne suppose pas que les erreurs de cette régression sont juste du bruit blanc aléatoire. On suppose que ces erreurs, elles, suivent une structure temporelle, typiquement une structure ARIMA. Ah, donc on combine la régression avec des variables externes et le modèle ARIMA pour ce qui reste inexpliqué par ces variables. C'est exactement ça. On parle alors de modèle Arimax ou Sarimax, le X signifiant exogène pour les variables externes. C'est une façon très puissante de mélanger dépendance interne et influence externe. D'accord, on peut donc enrichir les modèles ARIMA. Et maintenant, si on regarde du côté du machine learning, on entend tellement parler d'algorithmes capables de traiter des séquences. Est-ce qu'ils sont utiles pour les séries temporelles? Oui, le machine learning apporte clairement de nouvelles possibilités. Souvent, ce sont des approches un peu plus boîte noire. On comprend moins finement comment elles fonctionnent, mais elles peuvent être très performantes, surtout sur des données très complexes ou avec beaucoup de variables. Et quels sont les outils les plus connus dans ce domaine? Un outil qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières années, c'est Prophet, développé par Meta, Facebook. Prophet, oui. C'est un modèle qui est en fait basé sur une régression additive, mais il est particulièrement fort pour gérer des séries avec plusieurs saisonnalités qui se superposent, par exemple journalière, hebdomadaire et annuelle pour notre trafic web. Il est aussi très bon pour intégrer facilement l'effet des jours fériés ou d'événements ponctuels. Il a été conçu pour être relativement facile à utiliser, même si on n'est pas un expert pointu des séries temporelles. Intéressant pour une approche peut-être plus automatisée ou rapide. Et les réseaux de neuronaires, on imagine qu'ils ont leur mot à dire. Bien sûr, les séries temporelles sont des séquences de données, donc les architectures de réseaux de neurones qui sont bonnes pour traiter les séquences sont naturellement candidates. Pendant longtemps, on a utilisé les réseaux de neurones récurrents, RNN, et surtout leurs variantes plus avancées comme les LSTM ou les GRU, qui ont une sorte de mémoire interne. RNN, LSTM, GRU. Et plus récemment, une autre architecture, initialement venue du traitement du langage comme pour les grands modèles de langage actuels, fait beaucoup parler d'elle, les transformers. Ils ont un mécanisme d'attention qui leur permet de très bien capturer les dépendances à long terme dans les séquences, ce qui peut être très utile pour les séries temporelles complexes. Ils peuvent potentiellement découvrir des motifs non linéaires très sophistiqués que les modèles classiques auraient du mal à voir. Waouh, quel parcours! On est parti d'une simple suite de chiffres dans le temps et on a exploré tout un arsenal de techniques, des plus classiques aux plus modernes, pour essayer de comprendre ce qui se passe et de prévoir la suite. Si on devait résumer l'essentiel de tout ça, Je dirais que l'analyse des séries temporelles, c'est vraiment un mélange d'art et de science. L'art, c'est d'abord d'observer, de visualiser, d'essayer de comprendre intuitivement les composantes clés. Le niveau, la tendance, la saisonnalité, le bruit. l'intuition du praticien. Exactement. Et puis la science, c'est d'utiliser les outils statistiques et les modèles pour quantifier tout ça, pour vérifier des hypothèses importantes comme la stationnarité, et finalement pour construire un modèle qui tienne la route pour faire des prévisions. Les étapes clés restent toujours un peu les mêmes. Regarder et comprendre, préparer les données, transformer si besoin, explorer les dépendances, ACF, PACF, choisir un modèle adapté, ETS, ARIMA, Prophet, réseau de neurones, l'estimer correctement et surtout, évaluer très rigoureusement sa performance et la qualité de ses résidus. Alors, pour conclure, qu'est-ce que tout cela implique pour quelqu'un qui doit concrètement faire des prévisions aujourd'hui? On voit bien cette évolution des modèles statistiques très interprétables, comme ARIMA, vers des outils de machine learning de plus en plus puissants, mais parfois plus opaques et de plus en plus automatisés. Et c'est là, je pense, qu'on touche à une question de fond, une réflexion intéressante pour terminer. Face à cette sophistication croissante, face à l'attrait indéniable d'outils clés en main comme Prophet ou les modèles de deep learning qui peuvent donner de bons résultats rapidement, quelle place reste-t-il pour la maîtrise des fondamentaux? Hmm. Savoir diagnostiquer une stationnarité, savoir lire un ACF ou un PACF,
savoir interpréter les résidus d'un arima. Est-ce que cette compréhension profonde du pourquoi et du comment reste indispensable pour garantir la fiabilité, la robustesse et l'interprétabilité des prévisions, ou est-ce qu'on peut de plus en plus se fier à la performance brute de modèles plus boîte noire, au risque peut-être de perdre un peu le contrôle, de moins bien comprendre les limites de nos prévisions ou de ne pas voir quand un modèle, même statistiquement bon, pourrait nous induire en erreur dans un contexte réel? C'est une excellente question. La tension entre performance brute et compréhension profonde. Exactement. C'est une tension permanente dans ce domaine, et je crois qu'elle mérite qu'on y réfléchisse sérieusement.